3000 commandos se déploient, et la frontière sud se tend. Ce n'est ni un exercice ni un spectacle. Selon le récit, l'ordre répond à un complot d'assassinat et à une tentative de coup d'État, financé depuis l'autre côté, avec un montant cité de 70 millions de francs CFA, soit environ 125 000 $. Alors, pour les habitants, les commerçants et les soldats, que change vraiment cette ligne durcie et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il le point de fixation de la crise ? Tout bascule en silence, mais personne n'en sort indemne. Cette analyse promet une lecture claire de ce qui se joue réellement derrière le déploiement des 3000 commandos, au-delà des slogans, des images spectaculaires et des accusations croisées. Elle vise à démêler ce qui relève de la sécurité immédiate, de la stratégie politique et des répercussions concrètes pour les populations, sans ajouter de faits extérieurs au récit source. En 10 à 15 minutes, le spectateur comprend pourquoi cette crise le concerne directement, même s'il vit loin de la frontière. L'enjeu n'est pas seulement militaire, il touche la circulation des biens, la confiance entre voisins, la stabilité régionale et la manière dont un État répond lorsqu'il estime que sa souveraineté est menacée. À travers le cas d'Ibrahim Traoré, c'est aussi la question du leadership en temps de crise qui est posée. Agir vite au risque d'escalader ou temporiser au risque d'apparaître vulnérable. Un micro-détail, souvent négligé, traverse déjà tout le dossier. Une somme d'argent relativement limitée, comparée aux budgets étatiques, semble pourtant suffire à déclencher une chaîne d'événements lourds de conséquences. Ce paradoxe alimente la tension narrative et prépare la question centrale. Comment une décision ponctuelle peut-elle redessiner l'équilibre d'un pays entier ? D'abord, une mini-révélation. Le cœur de l'affaire n'est pas un affrontement armé direct, mais un flux financier identifié, présenté comme décisif. Le chiffre avancé est précis. 70 millions de francs CFA, environ 125 000 $, retracés comme point de départ d'un complot visant à neutraliser le chef de l'État. Cette somme, modeste à l'échelle des budgets militaires, devient pourtant l'élément déclencheur d'une réponse sécuritaire majeure, culminant avec le déploiement des 3000 commandos. Le récit source situe l'événement dans un contexte déjà fragile. Le Burkina Faso sort de plusieurs années marquées par l'insécurité, les tensions politiques internes et la reconfiguration de ses alliances régionales. Les frontières, longtemps poreuses pour le commerce et les déplacements civils, sont aussi décrites comme des couloirs possibles pour l'argent, les réseaux et les exilés politiques. C'est dans cet environnement que le nom d'Ibrahim Traoré s'impose comme symbole, celui d'un pouvoir issu d'une rupture récente, encore contestée et donc perçue comme vulnérable. Selon le discours rapporté, la tentative ne se limite pas à un assassinat isolé, elle s'inscrit dans un schéma plus large. Éliminer un dirigeant, désorganiser l'appareil militaire, puis créer un vide propice à un renversement du pouvoir. Les accusations pointent à la fois des acteurs internes et des soutiens extérieurs, ce qui transforme une crise nationale en enjeu diplomatique. La frontière avec la Côte d'Ivoire cesse alors d'être un simple tracé géographique pour devenir une ligne stratégique. C'est ici que se referme la première boucle de curiosité. Pourquoi une somme relativement faible peut-elle produire un tel effet ? La réponse esquissée tient moins au montant lui-même qu'à ce qu'il représente. Une preuve concrète, facilement communicable, capable de fédérer l'opinion autour d'une menace claire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas seulement présenté comme une cible, mais comme le point de convergence d'angoisse collective liée à la souveraineté et à la survie de l'État. Pour comprendre l'impact immédiat de la décision, le récit se déplace vers des figures ordinaires qui servent de fil conducteur. Il y a d'abord les soldats déployés le long de la frontière, décrits non comme une force de parade, mais comme des agents de contrôle. Leur présence modifie le rythme quotidien, route ralentie, inspection systématique, attente prolongée sous le soleil. Pour eux, la mission est présentée comme préventive, presque administrative, mais chargée d'une tension constante, car chaque véhicule devient un test de vigilance. Un second regard se pose sur les commerçants frontaliers. Dans le discours rapporté, certains acceptent des pertes à court terme, conscients que la fermeture partielle perturbe les échanges habituels. Les camions attendent, les marchés tournent au ralenti et des produits circulent moins vite. Pourtant,
Ces acteurs économiques sont décrits comme intégrant rapidement la logique officielle. Mieux vaut une contrainte temporaire qu'un chaos durable né d'une violence politique réussie. Cette acceptation pragmatique est présentée comme un indicateur précoce de cohésion sociale. Le troisième point de vue est celui des civils, notamment dans les villes proches de la frontière. Pour eux, la mesure n'est pas abstraite. Elle se traduit par des contrôles visibles, une militarisation de l'espace public et une atmosphère d'alerte. Toutefois, le récit insiste sur un sentiment dominant. La peur initiale cède la place à une forme de détermination collective, nourrie par l'idée que la menace a été identifiée à temps. Ces micro-situations illustrent l'argument central de cette phase. La décision ne reste pas confinée au cercle politique ou militaire. Elle descend rapidement dans la vie quotidienne et produit des effets tangibles, parfois coûteux, mais perçus comme nécessaires. Et ce que cela change concrètement devient plus clair. Une mesure sécuritaire réussie ou échoue d'abord dans l'adhésion silencieuse de ceux qui en subissent les premiers effets. Avant le basculement, la situation est décrite comme tendue, mais encore réversible. Les relations officielles avec le voisin du Sud connaissent des signes d'apaisement. Délégations reçues, discours de fraternité, reprise partielle des échanges commerciaux. Dans ce cadre, la menace reste diffuse, cantonnée aux rumeurs et aux soupçons. Puis survient l'élément déclencheur, la révélation d'un complot structuré associé à un flux financier précis et à des noms identifiés. À partir de ce moment, la lecture du risque change. Ce qui pouvait être interprété comme une instabilité chronique devient, dans le récit, une attaque ciblée contre le sommet de l'État. La phase d'activation est rapide. Les autorités annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État et un projet d'assassinat visant directement le président. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme point nodal, non seulement en tant que cible, mais comme incarnation d'un choix politique que certains acteurs chercheraient à renverser. Les accusations publiques établissent un lien entre exilés politiques, soutiens extérieurs et circuits financiers transfrontaliers. Cette mise en récit officialise la crise et prépare l'opinion à une réponse visible. Le point culminant survient avec la décision de déployer 3000 commandos à la frontière sud. Le geste est volontairement lisible. Il transforme une enquête en action concrète, immédiatement observable. Les routes sont contrôlées, les passages filtrés, les flux ralentis. Le message implicite est double. À l'intérieur, montrer que l'État agit. À l'extérieur, signaler que toute ingérence aura un coût. À ce stade, Ibrahim Traoré est présenté comme celui qui tranche, assumant une réponse ferme plutôt qu'un simple avertissement diplomatique. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan politique, les discours se durcissent et les relations bilatérales entrent dans une phase de gel prudent. Sur le plan économique, les échanges frontaliers subissent des perturbations immédiates, ressenties par les transporteurs et les commerçants. Sur le plan symbolique, la frontière cesse d'être un espace neutre pour devenir un marqueur idéologique. Ouverture contrôlée contre infiltration soupçonnée. Le récit insiste sur le fait que cette décision n'est pas dirigée contre des populations, mais contre des mécanismes jugés hostiles. Enfin viennent les premières ondes de choc plus larges. L'affaire dépasse le cadre strictement national et s'inscrit dans une dynamique régionale. Les alliés observent, les voisins évaluent, et l'opinion publique compare cette réponse à d'autres crises passées restées sans suite visible. Le déploiement des commandos devient alors un précédent potentiel. Il redéfinit ce qui est considéré comme une réaction acceptable face à une menace perçue comme existentielle. À ce stade du récit, une question reste suspendue. Cette démonstration de fermeté stabilise-t-elle durablement la situation ? Ou ouvre-t-elle un cycle de tension prolongé autour d'Ibrahim Traoré et de son choix stratégique ? Avant la révélation du complot, le niveau d'alerte officiel le long de la frontière sud pouvait être décrit comme routinier. Contrôle intermittent, circulation commerciale majoritairement fluide et surveillance focalisée sur les menaces terroristes déjà connues. Après l'exposition publique de l'affaire, le delta est net. Le passage d'un dispositif ordinaire à un déploiement de 3000 commandos marque une rupture visible, mesurable d'abord par l'intensité du contrôle et la réduction immédiate des flux transfrontaliers non essentiels. Le premier indicateur chiffré mis en avant dans le récit est le montant du transfert financier évoqué, 70 millions de francs CFA, soit environ
125 000 $. Pris isolément, ce chiffre paraît faible comparé au budget militaire ou aux programmes de sécurité régionaux. Sa portée réside ailleurs. Il est présenté comme traçable, identifiable et surtout suffisant pour activer un réseau de personnes, de logistique et de complicité. La valeur du chiffre n'est donc pas économique, mais probatoire. Il sert de point d'ancrage concret à une accusation qui, sans cela, pourrait rester abstraite. Un second élément quantifiable concerne l'ampleur humaine du dispositif sécuritaire. 3000 soldats ne représentent pas l'ensemble des forces armées du pays, mais ils constituent une masse visible et concentrée sur un espace limité. Ce nombre permet d'assurer une présence continue sur plusieurs points de passage simultanément, tout en envoyant un signal clair de mobilisation. Dans le récit, cette donnée est systématiquement associée à l'idée de dissuasion plutôt qu'à celle d'affrontement, soulignant que la quantité sert avant tout à saturer les possibilités de passage clandestin. Le troisième indicateur, moins explicite mais tout aussi important, touche au temps. La réaction est décrite comme rapide. La tentative est annoncée comme déjouée, puis la décision de déployer est prise sans délai prolongé. Cette compression temporelle crée un contraste fort avec des crises antérieures où les enquêtes s'étiraient sur des mois sans action visible. Ici, le delta temporel devient un argument politique. Agir vite serait la preuve que la menace est jugée crédible et immédiate. Ces trois mesures, argent, effectif et rapidité, structurent la narration des preuves. Elles ne démontrent pas à elles seules l'ensemble des accusations, mais elles suffisent à construire une cohérence interne. Le raisonnement proposé est simple. Un transfert identifié justifie une enquête justifie une mobilisation, et une mobilisation visible légitime un discours de fermeté. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît non comme l'auteur des chiffres, mais comme celui qui les endosse et leur donne une traduction opérationnelle. Il faut noter ce que ces chiffres ne disent pas. Ils ne quantifient ni l'ampleur réelle du réseau accusé, ni la probabilité exacte d'un succès du complot. Le récit évite ces zones d'incertitude et se concentre sur des données limitées mais parlantes. Cette sélection renforce l'impact narratif. Peu de nombres, mais chacun porteur d'un sens clair pour le public. Ainsi, la fonction des données n'est pas d'offrir une analyse exhaustive, mais de soutenir une décision. Elles servent de passerelle entre une menace invisible et une réponse tangible. Le message implicite est que, face à un risque perçu comme existentiel, la suffisance des preuves importe moins que leur capacité à déclencher une action jugée protectrice. Un premier argument critique affirme que la réponse sécuritaire est disproportionnée. Selon cette lecture, déployer 3000 commandos sur une frontière commerciale clé risque d'aggraver les difficultés économiques sans apporter de preuves publiques irréfutables. Les sceptiques soutiennent que, faute de documents judiciaires rendus accessibles, l'opération pourrait relever davantage de la démonstration de force que d'une nécessité opérationnelle. Ils soulignent aussi qu'une militarisation accrue peut créer des frictions involontaires avec les civils et transformer une crise politique en problème humanitaire latent. Un second argument avance que la décision alimente une spirale de méfiance régionale. En ciblant un voisin par des mesures visibles, l'État s'exposerait à des représailles diplomatiques, à une fermeture des canaux de dialogue et à une polarisation durable. Dans cette perspective, la frontière durcie deviendrait un symbole d'isolement, réduisant les marges de manœuvre futures. Les critiques ajoutent que les accusations publiques, lorsqu'elles sont perçues comme unilatérales, peuvent rigidifier les positions et rendre toute désescalade plus coûteuse. La réponse proposée par le récit s'appuie sur des éléments factuels, limités mais cohérents. D'abord, il rappelle que l'argument de la proportionnalité est évalué à l'aune du risque perçu, non du coût économique immédiat. La présence de 3000 commandos est présentée comme temporaire et ciblée, précisément pour éviter une escalade armée plus large. Ensuite, le récit insiste sur la traçabilité d'un flux financier identifié et sur la rapidité de la réaction, interprétés comme des signaux de crédibilité interne plutôt que comme une provocation externe.
Concernant le risque régional, la contre-argumentation distingue clairement population et mécanisme. Le message officiel répété est que la mesure vise des circuits et des réseaux, non des civils ni des échanges légitimes. Cette distinction sert à maintenir un espace de dialogue tout en renforçant la dissuasion. Enfin, le texte suggère que l'inaction aurait un coût stratégique supérieur. Laisser croire qu'un complot crédible peut rester sans réponse visible affaiblirait durablement l'autorité de l'État. Dans cette grille de lecture, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme exemple de risque, mais comme assumant un arbitrage sous contrainte. La question devient alors moins « fallait-il agir ?» que « quel prix accepter pour éviter un précédent jugé dangereux ?» Le point médian du récit révèle un déplacement du sens de la décision. Le déploiement des commandos ne vise plus seulement à bloquer un passage physique, mais à redéfinir ce que représente la frontière elle-même. Dans la narration, elle devient un filtre politique et symbolique destiné à séparer les échanges ordinaires des opérations jugées hostiles. Cette requalification change la lecture de l'événement. Il ne s'agit plus uniquement de sécurité, mais de contrôle des conditions d'interaction avec l'extérieur. À ce stade, la figure d'Ibrahim Traoré est repositionnée. Il n'apparaît plus seulement comme une cible ou un décideur réactif, mais comme l'acteur qui transforme une menace ponctuelle en test de souveraineté. Le message implicite est clair. Si l'argent, les réseaux et les ordres peuvent nous circuler librement, alors la violence politique reste possible. Si ces flux sont interrompus, même temporairement, le coût de l'ingérence augmente. La frontière devient ainsi un levier, non une fin. Un autre élément souvent moins visible émerge ici. Le récit insiste sur la dimension informationnelle de la mesure. En rendant le contrôle visible, presque pédagogique, l'État cherche à produire un effet d'exemplarité. Chaque inspection, chaque ralentissement rappelle que la crise a un nom, une origine alléguée et des conséquences concrètes. Cette visibilité est présentée comme un antidote à la rumeur et à l'ambiguïté. Au milieu du récit, la révélation tient dans cette bascule. L'action militaire est moins un prélude à la guerre qu'un instrument de narration politique. Elle raconte qui décide, sur quoi et jusqu'où. La question ouverte devient alors inévitable. Une fois ce message envoyé, que reste-t-il à faire pour qu'il produise un effet durable au-delà du choc initial ? Pour l'appareil d'État, la première conséquence est institutionnelle. Le déploiement massif transforme une enquête sécuritaire en acte politique assumé. Les ministères, les forces armées et les autorités administratives sont alignés autour d'une même lecture de la menace, ce qui réduit les marges de contradiction interne. Cette cohérence renforce l'autorité du centre décisionnel, mais elle crée aussi une attente élevée. Si la mesure échoue à produire des résultats visibles, la crédibilité de l'État pourrait être mise à l'épreuve. Dans le récit, Ibrahim Traoré endosse ce risque en apparaissant comme le garant personnel de la décision. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'effet est immédiat et contrasté. Les transporteurs subissent donc des retards, les commerçants frontaliers voient leur volume diminuer et certaines de chaînes d'approvisionnement sont temporairement perturbées. Cependant, le discours insiste sur une hiérarchisation des coûts. Les pertes économiques sont présentées comme limitées et réversibles, tandis que l'instabilité politique serait, elle, durable et destructrice. Cette comparaison sert à justifier l'acceptation d'un ralentissement contrôlé plutôt qu'un effondrement imprévisible lié à une violence politique réussie. Du côté des citoyens, les conséquences sont à la fois matérielles et symboliques. Matérielles parce que les contrôles modifient les habitudes de déplacement, rallongent les trajets et rendent la présence militaire plus visible dans l'espace public. Symbolique parce que la décision est interprétée comme un acte de protection collective. Le récit rapporte un glissement du sentiment de peur vers une forme de vigilance partagée. La frontière, auparavant perçue comme un simple point de passage, devient un lieu chargé de sens, associé à la défense de la souveraineté et de la sécurité nationale. À l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse le cadre bilatéral. Les voisins observent attentivement la réaction et en tirent des leçons potentielles. Le message envoyé est que les accusations d'ingérence, lorsqu'elles sont accompagnées d'éléments chiffrés et d'une action rapide, peuvent se traduire par des mesures concrètes.
Cette posture modifie l'équilibre des attentes diplomatiques. Elle peut dissuader certaines pratiques, mais elle peut aussi susciter des inquiétudes quant à la normalisation de réponses unilatérales. Le cas est donc scruté comme un précédent. Ces 4 niveaux d'impact se croisent et se renforcent. L'État agit, l'économie s'adapte, les citoyens interprètent, la région évalue. Au centre de cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence des effets, décisionnaire, symbole et destinataire des conséquences politiques. L'essentiel de cette séquence est clair, la fermeté affichée produit des coûts réels, mais elle redéfinit aussi ce qui est jugé tolérable face à une menace perçue comme existentielle. Reste à savoir si cet équilibre peut tenir dans le temps sans glisser vers une tension permanente. Dans le scénario de base, la mesure reste circonscrite et temporaire. Les contrôles renforcés se maintiennent le temps nécessaire pour démanteler les circuits jugés suspects, puis s'allègent progressivement. Les échanges commerciaux reprennent à un rythme proche de la normale, sous une surveillance accrue mais routinière. Politiquement, l'épisode consolide l'image d'un État capable d'agir vite sans rompre durablement les canaux diplomatiques. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré sort renforcé à court terme sans que la région n'entre dans une logique d'affrontement durable. Le scénario optimiste va plus loin. La démonstration de fermeté produit un effet dissuasif au-delà de la frontière immédiate. Les réseaux accusés se fragmentent, les exilés politiques perdent en capacité d'action et la coopération régionale se réorganise autour de règles plus explicites. La frontière, redevenue plus fluide, reste néanmoins encadrée par de nouveaux mécanismes de contrôle financier et informationnel. Dans ce cas, la crise agit comme un catalyseur. Elle accélère une clarification des lignes rouges et réduit, au moins temporairement, les tentatives d'ingérence indirecte. Le scénario dégradé, enfin, repose sur une accumulation de malentendus et de réactions en chaîne. Les mesures de contrôle se prolongent, les coûts économiques augmentent et les discours se durcissent de part et d'autre. La frontière devient un point de friction permanent, alimentant la méfiance et justifiant de nouvelles restrictions. Dans ce contexte, chaque incident mineur risque d'être interprété comme une provocation. La décision initiale, conçue comme préventive, se transforme alors en source structurelle de tensions régionales. Ces 3 trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent que l'issue dépend moins du geste initial que de sa gestion dans le temps. Capacité à ajuster, à communiquer et à distinguer menaces réelles et signal politique. La clé n'est pas de choisir l'option la plus dure ou la plus conciliante, mais de conserver une marge d'adaptation. La question centrale devient donc conditionnelle. Si la fermeté est maintenue, à quelles conditions peut-elle se transformer en stabilisation plutôt qu'en crispation prolongée ? À ce stade du récit, la crise cesse d'être une affaire abstraite de frontières et de stratégie pour toucher directement le quotidien de plusieurs groupes que le spectateur peut reconnaître. Pour ceux qui vivent du commerce ou du transport, l'histoire résonne comme une expérience familière. Retard, incertitude, décisions prises loin des marchés, mais dont les effets se font sentir immédiatement. Le message implicite est que la stabilité politique, souvent invisible lorsqu'elle existe, devient soudain tangible lorsqu'elle vacille. Pour les familles et les citoyens ordinaires, l'enjeu se traduit en une question simple: sécurité contre confort. Les contrôles, la présence militaire et les restrictions rappellent que certaines libertés de circulation ont un coût lorsque l'État se sent menacé. Le récit invite le spectateur à se projeter dans cette tension, non pour trancher à sa place, mais pour comprendre pourquoi des populations peuvent accepter des contraintes immédiates au nom d'une protection perçue comme collective. Les jeunes, souvent mentionnés indirectement dans le discours source, constituent un autre point de contact. Ils sont décrits comme particulièrement attentifs aux symboles, discours publics, gestes forts, cohérence entre parole et action. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un repère générationnel, incarnant une réponse qui rompt avec l'attentisme attribué à des périodes antérieures. Cette identification n'est pas présentée comme unanime, mais comme suffisamment forte pour influencer l'atmosphère sociale. Enfin, le spectateur extérieur est lui aussi interpellé.
Même éloigné géographiquement, il est invité à réfléchir à une question universelle: comment réagir lorsqu'une menace politique est présentée comme imminente, mais que les preuves accessibles au public restent partielles? Le récit ne fournit pas de réponse définitive. Il propose plutôt un miroir, où chacun peut mesurer sa propre tolérance au risque, à l'autorité et à l'incertitude. À ce point, l'histoire cesse d'être seulement celle d'un pays ou d'un dirigeant. Elle devient une interrogation partagée sur les choix collectifs en temps de crise et sur ce que chacun est prêt à accepter pour préserver un sentiment de sécurité durable. La feuille de route esquissée par le récit s'organise autour de plusieurs étapes complémentaires, pensées pour transformer une réponse d'urgence en stratégie durable. La première étape relève du juridique et de l'institutionnel. Les autorités sont décrites comme rassemblant les éléments financiers et testimoniaux liés au complot afin de constituer des dossiers formalisés. L'objectif n'est pas seulement interne. Il s'agit de pouvoir présenter des preuves structurées dans des cadres régionaux ou internationaux, afin de déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la procédure et de la responsabilité. La deuxième étape concerne le sécuritaire opérationnel. Le déploiement des commandos n'est pas présenté comme figé, mais comme modulable. Des évaluations régulières doivent mesurer son efficacité: réduction des passages non autorisés, interruption de réseaux identifiés, diminution des signaux d'alerte. Cette approche permet, selon le récit, d'éviter l'enlisement et d'ajuster le dispositif en fonction des résultats observés plutôt que d'une logique purement symbolique. Vient ensuite le front économique. Le texte évoque la nécessité de sécuriser les échanges essentiels tout en asséchant les circuits financiers jugés opaques. Cela implique un contrôle renforcé de certaines transactions et une coopération accrue entre services sans bloquer l'ensemble des flux commerciaux. Le succès de cette étape se mesure moins par des annonces que par la continuité de l'approvisionnement et la limitation des pertes pour les acteurs légitimes. La quatrième étape touche à l'information et à la communication. Le récit insiste sur l'importance de parler directement aux populations, en expliquant les raisons des mesures et leurs limites. Cette transparence relative est présentée comme un antidote aux rumeurs et aux interprétations hostiles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme la figure qui assume publiquement la cohérence entre menaces, décisions et actions. Enfin, une étape transversale traverse toutes les autres: le temps. Chaque mesure est décrite comme réversible, conditionnelle à l'évolution de la situation. Le critère ultime de réussite n'est pas la durée du contrôle, mais la capacité à revenir à une normalité sécurisée sans perdre la confiance acquise. Cette logique transforme la fermeté initiale en pari stratégique, celui de montrer que l'autorité peut être exercée sans se figer. Le récit revient alors aux images plus silencieuses du début, celles des routes ralenties et des postes de contrôle, où des soldats observent, attendent et vérifient. Ce sont les mêmes visages que ceux évoqués plus tôt, ni héros de discours ni figurants, mais des repères concrets d'une décision abstraite. Leur présence ferme la boucle narrative. Ce qui avait commencé comme une alerte lointaine se matérialise dans des gestes quotidiens, répétés, presque ordinaires. La frontière n'est plus une idée, elle est vécue. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré prend une tonalité différente. Il n'est plus seulement le centre des accusations ou le décideur sous pression, mais le point de projection d'un espoir prudent. Le texte ne cherche pas à l'idéaliser. Il rappelle plutôt que son image se construit dans la durée à travers la capacité à transformer une mobilisation exceptionnelle en stabilité supportable. Ce déplacement émotionnel est subtil. La fermeté initiale cède la place à l'attente d'une normalité protégée. Le retour aux images initiales s'opère pleinement lorsque l'on retrouve les commerçants et les civils évoqués auparavant. Les pertes temporaires, les contrôles et les tensions sont désormais perçus à la lumière de ce qu'ils ont permis d'éviter. Le récit suggère que le coût accepté prend sens seulement si l'avenir reste ouvert. Sinon, il se transforme en fatigue collective. La phrase qui s'impose alors est simple et volontairement sobre: tenir sans s'endurcir. C'est là que se cristallise l'émotion finale de cette partie. Ni triomphe, ni drame, mais une suspension. Le sort de cette décision
et de ceux qui l'assument reste lié à un équilibre fragile entre vigilance et apaisement. La conclusion ne cherche pas à refermer le débat, mais à l'élargir. L'épisode des 3000 commandos, tel qu'il est raconté, dépasse le cadre d'une actualité sécuritaire pour devenir un symbole de choix collectif face à une menace perçue comme existentielle. Il interroge la manière dont une société accepte, discute ou conteste des décisions prises en son nom, surtout lorsque les preuves accessibles restent partielles et que les risques sont présentés comme imminents. À travers cette histoire, une question plus large se dessine, presque universelle. Où placer la ligne entre protection et contrainte, entre dissuasion et escalade, entre souveraineté affirmée et coopération nécessaire? Le cas d'Ibrahim Traoré n'apporte pas de réponse définitive, mais il offre un terrain concret pour réfléchir à ces tensions, loin des abstractions théoriques. Le récit invite ainsi chacun à prolonger l'analyse par lui-même, observer comment la situation évolue, comparer cette réaction à d'autres crises similaires, écouter les voix locales autant que les commentaires extérieurs. La compréhension ne se construit pas dans l'adhésion immédiate, mais dans l'examen patient des faits et de leurs effets dans le temps. Alors, face à une menace annoncée et à une réponse ferme, quelle attitude vous semblerait la plus juste? Agir vite pour prévenir le pire ou attendre davantage au risque de laisser passer un point de non-retour? C'est cette réflexion ouverte et collective qui prolonge réellement l'histoire au-delà de ce récit.